Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Orio, journaliste, Gracien Roukindikiza, notre éditorialiste. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la gestion des déchets. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu environnemental. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insalubrité environnementale provoque plus de 12 millions de décès par an dans le monde. L'Afrique est l'une des régions les plus exposées, mais le continent manque d'infrastructures et malgré tout, les initiatives pour faire face aux problèmes se multiplient, notamment en Côte d'Ivoire, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, les entreprises sont de plus en plus soucieuses de la protection de l'environnement. Ici, dans cette usine située à Azaguié, à 30 km d'Abidjan, cette unité récupère surtout des papiers et les transforme en alvéoles ou cartons qui serviront à ranger des œufs. Une manière de promouvoir une économie verte à travers des initiatives citoyennes. Notre processus de fonctionnement, c'est le recyclage des cartons. C'est du recyclage. Parce qu'au lieu de détruire l'environnement en laissant traîner les cartons ou en les brûlant, nous les recyclons à travers notre système de technologie qui existe ici. Le recyclage est aussi créateur de richesses, mais surtout d'emplois. Par exemple, l'unité d'Azaguié offre entre une centaine d'emplois directs et 1000 emplois indirects. Plusieurs jeunes diplômés y font leurs preuves en vivant également leur passion. Lorsque tu aimes le métier, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Impliquons-nous sérieusement et nous aurons de l'espoir. Une nouvelle unité ultramoderne sera mise en service en novembre 2018 pour produire 500 colis jour avec une main-d'œuvre de 200 personnes et 1500 emplois indirects. En rappel, l'unité d'Azaguié obtient chaque année depuis 2 décennies du ministère ivoirien de l'Environnement un agrément SIAPOL justifiant son combat pour la protection de l'environnement. Alors malgré les difficultés, l'idée du recyclage commence, on le voit dans le reportage, à faire un petit peu son chemin. Le recyclage, c'est aujourd'hui véritablement un secteur d'activité, une filière économiquement rentable, comme on a pu le voir dans le reportage Karine Orio. Alors oui, c'est vrai que là, le cas de la Côte d'Ivoire est assez intéressant, mais la transformation vers une économie verte coûte quand même assez cher. Là, on l'a vu dans le reportage, il y a des machines, il y a énormément de dispositifs qui sont assez coûteux pour réellement adopter une économie verte. Cela dit, avant de penser effectivement au recyclage et à la gestion des déchets, comme on l'a dit, comme on l'a souligné, c'est souvent le problème de nos grandes métropoles africaines où là, les déchets ne sont absolument pas géré, alors que c'est une véritable stratégie à mettre en place, etc., mais qui coûte aussi de l'argent. Hélas, on avait des méthodes autrefois qu'on retrouve encore dans certaines campagnes africaines, dans les zones rurales, où là, effectivement, il y a un traitement des déchets qui est différent. Alors, effectivement, c'est pas du tout recommandé de brûler, par exemple, les déchets, parce que ça, après, pour la terre, c'est pas du tout une bonne chose. Mais il y a énormément de solutions qui existent déjà dans nos pays. On n'est pas forcément obligé de se calquer sur la feuille de route occidentale qui nous dit que le recyclage ou la gestion des déchets passe par là. On a aussi nos méthodes qu'on peut effectivement aujourd'hui revaloriser et exploiter. Gracien. Oui, par rapport à quand on voit le traitement des déchets, il est difficile de demander aux entreprises privées de s'occuper de financer, de rentabiliser le traitement des déchets. La partie écologique doit incomber à l'État. C'est à l'État soit de créer des entreprises, soit d'aider les entreprises privées à s'occuper de l'environnement, disons à traiter les déchets éventuellement des petites sociétés. Pourquoi pas, par exemple, susciter la créativité des jeunes qui sortent des universités en disant si vous créez des sociétés de recyclage des déchets, on vous finance une partie. Donc, pour qu'il y ait plus de création d'emplois dans ce domaine, mais on ne peut pas, nous les Africains, ne pouvons pas attendre vraiment que les compagnies s'occupent, les compagnies privées s'occupent de ce travail. C'est surtout la collectivité, l'État, de s'occuper de tout cela. Mais en même temps, c'est quelque chose de... Ça peut générer beaucoup d'emplois pour l'avenir et en même temps, pourquoi ne pas aussi essayer disons, d'importer des produits qui ne génèrent pas beaucoup de déchets, parce qu'on achète des fois des produits qui, avec beaucoup d'emballage, alors qu'on peut acheter sans beaucoup d'emballage.
Karine Oriot. Il y a une véritable question qui avait été posée une fois qu'on était en conférence avec des chefs libyens et on leur demandait si dans la restructuration, la reconstruction de l'État libyen, ils pensaient notamment au domaine environnemental. Et ils nous ont répondu clairement que la priorité quand on est un chef d'État africain, c'est d'abord de construire des routes ou des écoles. Et que l'environnement est plutôt un effet de mode, qui est plutôt très, très occidental. Alors, c'est un point de vue qui est assez intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on demande à l'État de privilégier tout ce qui est environnement, même si l'environnement, ça tient quand même compte de la santé, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette vision-là de se dire que c'est important. La société civile porte un certain nombre de mouvements qu'il faut que l'on souligne. Et là, en ce moment, par exemple, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Cameroun, où des jeunes se réunissent et décident de balayer les rues, par exemple. Mais la question essentielle une fois qu'on a des déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on traite ces déchets? Comment on les transforme? Et là, l'État doit mettre de l'argent sur la table. Et c'est toujours compliqué de faire entendre à l'État qu'il faut effectivement investir un minimum là-dedans. Donc c'est une vraie pédagogie à avoir et je ne pense pas qu'on aura cette pédagogie tout de suite. Même si on parle de créer des emplois pour les jeunes, d'un secteur qui va être rentable, on n'a pas encore ce recul assez suffisant pour se dire qu'il faut investir là-dedans pour finalement uniquement protéger l'environnement, pas seulement l'environnement, mais l'homme. Donc ça va être difficile de véritablement faire intégrer ces politiques, Gratien Okindikiza. Bon, c'est pas vraiment très difficile de l'intégrer. Bon, certains dirigeants, bien sûr, qui n'ont pas une grande vision, mais il y en a d'autres, par exemple, quand on prend les sacs plastiques, tout ce qui est plastique, on prend le cas, par exemple, d'un pays comme le Rwanda, où les sachets sont interdits. On ne peut pas entrer avec les sachets au Rwanda. Ils ont tous, les emballages sont des papiers biodégradables. Et partout, il y a des poubelles. On ne peut pas jeter quelque chose par terre. Donc, du coup, il y a un tri, ce qui fait qu'il y a des sociétés. Alors, le Rwanda reste quand même un cas exceptionnel, parce qu'on a la même mesure qui est appliquée au Sénégal. Mais là, quand même, ça fait polémique, puisque cette mesure ne s'accompagne pas réellement d'une véritable politique du gouvernement. Donc là, ça pose aussi problème. Quand on interdit des sachets aussi, c'est par quoi est-ce qu'on les remplace? Parce que même quand on parle de sacs biodégradables, si ceux-ci sont plus chers et coûtent plus cher à la population, parce que c'est toujours ça qu'il faut voir. Et puis aussi, c'est pas parce que c'est l'écologie que derrière, il n'y a pas tous les soupçons de corruption et tous ces petits avantages entre les sociétés qui vont gérer, parce que c'est aussi des points de finance, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, c'est une petite niche de la population qui se met d'accord finalement pour encore taper dans le porte-monnaie des foyers les plus pauvres. Oui, en fait, dès qu'on peut interdire, dès qu'on interdit les sachets, les sacs plastiques, on demande par exemple, les sacs plastiques sont importés dans plusieurs pays. Et si on produit les sacs en carton biodégradable, donc cela déjà, on avance au niveau de l'industrialisation du pays. Oui. C'est quelque chose qui permet de générer de l'emploi, de la plus-value pour tout le pays. Donc ça serait une bonne chose. Ce qui fait qu'il ne suffit pas d'interdire pour ne rien faire, mais il faut interdire tout en sachant déjà qu'on a prévu des mécanismes pour accompagner. Oui, et puis les ministres de l'environnement, de la protection de l'environnement dans nos pays sont en général des ministres qui ne sont pas souvent écoutés, hélas, parce qu'ils peuvent avoir une véritable politique qui permet effectivement de générer, de faire des économies, de créer des emplois, mais toujours en sachant, parce que je pense qu'il faut qu'on soit bien d'accord, que dans l'environnement, il faut investir un minimum. Pour protéger, si on n'investit pas un minimum, on ne peut pas gérer ces déchets. On ne pourra absolument rien faire. Finalement, ça implique aussi de travailler sur la mentalité des populations. Gratien, c'est difficile de faire considérer finalement les détritus comme quelque chose qu'il faut valoriser. Oui, c'est difficile pour la population, mais encore faut-il qu'il faut démontrer, par exemple, quand on a déjà commencé avec des petites unités pour montrer, voilà, les vêtements qui ont été jetés, comment est-ce qu'ils ont été transformés, comment les déchets ménagers, on les a transformés. Mais en même temps, il faut savoir que dans plusieurs pays, du moment où on reçoit les déchets des pays occidentaux, les déchets qu'on va enfouir dans ces pays, les gens le voient. Du moment où on laisse les gens jeter les déchets en pleine nature et qu'on demande aux citoyens de faire un effort, ça sera très compliqué ils vont se dire finalement, ils veulent que nous fassions des efforts, mais eux, ils ne veulent pas faire. Il y a beaucoup de cas de ces déchets, il y a
beaucoup de poubelles. Pratiquement, l'Afrique, dans certains pays, c'est devenu la poubelle de l'Occident. On ne sait même pas ce qu'on enfouit dans nos terres. Mais je pense que le tourisme aussi peut être une réponse à la protection de l'environnement, parce qu'à partir du moment où on essaie de développer plutôt un tourisme qui soit un tourisme vert, ça permet aux populations, un peu ce que le Kenya a fait, il y a une partie du Sénégal aussi où quand vous visitez, la population est sensibilisée, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon là, on sait très bien que quand on a des touristes qui viennent dans notre village, ça nous génère quelques petits moyens, ça fait vivre en tout cas l'écosystème, et donc on est obligé d'être un peu plus propre, on sait comment on va traiter nos déchets, on sait ce qu'on va faire. Et finalement, ça permet justement de sensibiliser la population parce que derrière, elle y voit un intérêt. Mais c'est vrai que si on vient en se disant juste, bon, il faut faire une gestion des déchets parce que l'environnement, c'est plutôt tendance, on ne voit pas forcément l'intérêt. Mais il faut toute une pédagogie également en termes de santé, sur le plan de la santé, expliquer que quand on a des déchets, ça peut créer un certain nombre de maladies. Quand les mers sont polluées par les sacs plastiques et que les poissons bouffent tout ça, finalement, c'est les poissons, c'est des aliments que nous consommant, donc ça va dans le corps. Mais tout ça aussi, c'est à l'État de faire des campagnes de communication et donc de mettre la main à la poche pour effectivement communiquer sur la protection de l'environnement. La dimension sensibilisation, c'est donc un défi immense là pour les différents gouvernements du continent. Gracien Okindji. Oui, je dirais la dimension de sensibilisation, c'est d'abord, il faut sensibiliser les dirigeants. Ce sont les dirigeants eux-mêmes. S'ils ne sont pas convaincus, ils ne vont pas sensibiliser les citoyens. Or, ce qu'on trouve en Afrique, c'est que les dirigeants, on voit les ministres, les autres, les préfets, les autres ne sont pas déjà sensibles. Alors effectivement, c'est la société civile d'abord qui tente, on le voit notamment au Togo, qui finalement, c'est elle qui sensibilise les politiques sur cette question-là. Effectivement, vous avez raison de le préciser. Je vous laisse poursuivre. Ah oui, justement, il faut voir, il faut regarder même les cortèges d'un ministre, combien de voitures qui roulent avec le diesel, combien de gens qui vont gaspiller des ressources et combien de rivières qui sont utilisées pour l'eau sable, pour les dirigeants afin de construire. Donc il y a plusieurs choses. Vraiment, les dirigeants sont d'abord sensibilisés et après ils sensibilisent les autres. Ils donnent des exemples aussi. Ça ne sert à rien en Afrique de rouler avec des voitures qui coûtent cher, qui consomment beaucoup, alors qu'on passe à l'hybride, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments vraiment pour les pouvoirs africains. Nous, on peut se permettre de rouler avec des hybrides, on a des routes. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de route... Non, mais c'est vrai que c'est un paradoxe il faut vraiment se replacer dans le contexte pour comprendre que si vous partez avec votre voiture... Il y a des Mercedes. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a des Cadillac dans la notion de rouler en hybride et pas en diesel, etc. Bon, il y a un certain nombre de critères, mais comme on disait tout à l'heure, c'est quand on sensibilise non seulement les dirigeants, mais même tous ceux qui sont des élus locaux. Et moi, je tiens encore à insister sur le fait que quand on est en zone rurale, les zones rurales ont moins de problèmes de pollution, de saleté, de traitement de déchets que dans les grosses zones urbaines, les métropoles qui, là, effectivement, sont abandonnées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, heureusement que les populations se lèvent et se disent nous, on va faire des opérations ville propre, on va sortir nos balais et on va le faire. Mais les dirigeants ne prennent pas la mesure parce que les déchets, vous avez certaines villes africaines où quand vous arrivez, vous voyez les déchets, ça peut créer des maladies, ça peut créer un certain nombre de choses. Mais eux, ils sont dans leur palais doré. Ouais. Donc, ils ne sont pas vraiment en contact avec cette réalité-là, hélas. Hélas. Gracien, les gouvernements ne sont pas assez sensibles à cette question, comme le pointe Karine Oriot. Non, pas du tout. Les gouvernements ne sont pas sensibles parce qu'en fait, c'est un domaine qui ne génère pas beaucoup d'argent, de corruption. C'est un domaine où il faut vraiment essayer de s'impliquer, je dirais, une sorte de patriotisme écologique. Or, dans certains gouvernements, il suffit de regarder, il y a des mesures qu'on devait prendre pour développer un pays qu'on ne prend pas parce que ça ne génère pas de l'argent de corruption. C'est simple. Il suffit de regarder en Afrique. Pourquoi on n'industrialise pas l'Afrique? La corruption, quand on met une industrie, on arrête les importations, les frais de douane diminuent, donc c'est la production intérieure, et du coup, il y a moins d'argent de corruption, ce qui fait qu'on va préférer plutôt importer que de produire localement, parce que la compagnie qui produit localement ne donne pas de l'argent à l'État, au ministre, mais la compagnie qui importe, presque entre guillemets, se retrouve dans une situation pour dédouaner, est obligée de donner de l'argent. Donc il y a déjà ce problème de corruption qui empêche le développement de l'Afrique et du coup aussi l'écologie qui
ne génère pas la corruption, donc qui entraîne aussi le développement de l'écologie. Et qui devrait d'ailleurs, moi je pense que même pour un autre point qu'on soulève, c'est-à-dire que si on veut sensibiliser plus efficacement, c'est ce que je disais, c'est qu'en termes de pédagogie, c'est dès l'école primaire. Dès l'école primaire, on doit expliquer tout l'intérêt de bien gérer ses déchets, etc. Je pense que tout ça aussi doit être forcément inculqué dès le bas âge pour permettre justement à cette population-là d'entretenir et puis d'avoir un meilleur paysage, parce que finalement, c'est le contexte dans lequel on vit, et d'en faire un produit finalement qui soit un produit qu'on puisse vendre. Le tourisme fait vendre. Quand on parle du tourisme vert, c'est un des tourismes qui ne cesse de croître, et je pense qu'on peut miser là-dessus. Parce que malheureusement, une certaine partie de l'Afrique ne fait pas beaucoup, alors que ça pourrait être intéressant. Alors j'évoquais tout à l'heure, lorsque je lançais le sujet, ce chiffre, 12 millions de décès par an en raison de l'insalubrité, 12 millions donc, dans le monde, mais l'Afrique est la région la plus exposée. Donc il s'agit là aussi de faire comprendre que c'est aussi un enjeu pour la santé des populations. Gracien Okendikiza. Oui, c'est un enjeu, mais si on se demande de la santé, vraiment, si on en tient beaucoup compte dans certains pays, il suffit de voir. Bon, quand on voit, par exemple, il y a des catastrophes, des épidémies, mais il n'y a pas de réaction rapide des pouvoirs. Il suffit de regarder les ministres et les familles des ministres qui vont se faire soigner moindre chose en Europe. Cela veut dire qu'ils ont délaissé les hôpitaux, les centres de santé, les centres médicaux dans les pays. C'est comme si les Africains, vraiment les dirigeants africains devaient regarder, c'est comme s'il y avait pratiquement la guerre, une guerre plus que... Les gens sont décimés par ces problèmes écologiques, ces problèmes d'insalubrité, de santé, plus que les guerres qui se passent en Afrique. Dieu seul sait vraiment qu'il y a beaucoup de guerres en Afrique qui déciment les gens. Donc finalement, les Africains vont être décimés par ces problèmes que les guerres. Karine Oriot. Alors, ce n'est pas pour minimiser, mais on a vu, par exemple, notamment en France, où là, on a vu de nouveau revenir des maladies comme la gale, etc. Il y a une invasion de rats un peu partout dans la capitale française. À Paris, on en parle beaucoup de rats, mais on n'est pas plus sensibilisé que ça. Pourtant, on pourrait penser que c'est une nation, un pays développé, où là, on va voir énormément de campagnes. On en parle, mais pas comme on devrait le faire. Donc, je pense que, hélas, tout ce qui concerne l'hygiène, la santé, en général, l'État ne se saisit pas tout de suite de cette question-là, sauf si ça en fait un enjeu politique. Pourquoi? On prend le cas Ebola. Ebola, la Guinée-Conakry avait fait des déclarations, le Sénégal aussi s'était dit, OK, là, je vois tout de suite mon tourisme baisser si jamais je suis catalogué comme ayant Ebola. Donc, ils se sont dit, on va prendre les mesures qu'il faut parce que derrière, il y a eu un intérêt. Donc, je pense qu'il faut absolument connecter les questions d'hygiène, de santé à ces questions économiques pour qu'il y ait tout de suite, que les dirigeants se saisissent tout de suite en fait, de cette question pour effectivement inculquer la notion de sensibilisation. Autrement, on continuera à avoir de l'insalubrité. Et puis, sans compter le fait qu'effectivement, même s'ils vont se soigner à l'étranger, c'est pas, pour moi, ce n'est pas forcément lié, parce que ce n'est pas des maladies liées à l'hygiène. Non. Parce que les premières victimes, c'est d'abord les populations qui sont, elles, les plus touchées et qui n'ont pas, effectivement, et qui ont toutes les maladies que je citais tout à l'heure, qui sont des petites maladies, etc. Et pourtant, Dieu sait que c'est des maladies qui peuvent être très, très contagieuses. Gracien ? Oui, bon, elle a raison dans ce qu'elle dit. En fait, ces maladies, on sait bien que s'il y a des mesures qui sont prises, déjà on diminue la facture des médicaments. Parce que dans les hôpitaux, les centres de santé, il y a souvent les maladies souvent qu'on voit sont des maladies qui sont liées à l'hygiène, à l'insalubrité, des maladies qu'on peut éviter, mais il y a un problème de la sensibilisation, un problème aussi d'encadrement de la population, parce que les gens se retrouvent pratiquement délaissés et donc il y a ce problème qui se pose aussi pour la santé. Karine Oriot, peut-être un dernier mot donc sur cette question de l'insalubrité, peut-être ce nombre, ces 12 millions de décès par an que donne donc un nombre donné par l'OMS, et la majorité des décès se trouvent sur le continent africain.
Oui, peut-être qu'un dernier mot pour dire que j'ai vu passer un papier, notamment chez nos confrères du Monde, qui disait qu'il y a une école d'architecture au Togo qui interdisait en tout cas les architectes de construire des villes à l'image de ce qu'on avait en Occident. Ça me permet justement de faire le lien en disant qu'aujourd'hui, si effectivement la façon dont on gérait nos cités, elles étaient plutôt à notre image, et je reste convaincue qu'effectivement on peut urbaniser en tenant compte de la notion d'hygiène, en tenant compte de la notion du traitement des déchets, du recyclage et tout ça, en s'inspirant déjà des méthodes qu'on avait, parce que dans les zones rurales, effectivement, il y a une meilleure gestion des déchets en respect avec l'environnement. Merci beaucoup pour ces précisions. Fin de cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Karine Oriot, je rappelle que vous êtes journaliste. Gratien Rukindi-Kiza, un grand merci à vous pour votre intervention tout au long de cette émission. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi. Bonsoir.